Groupe Média du Sud, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Bignona à l'épreuve de l'autosuffisance en riz, le sommeil des autorités reste perturbé par la qualité des sols qui constitue un sérieux obstacle à la réalisation de ce vœu. Et puis, malgré l'existence de plusieurs infrastructures scolaires dans son espace géographique, les populations du quartier Colobane de Ziguinchor restent préoccupées par la qualité des écoles qui, tant bien que mal, assurent la scolarité de leurs enfants. C'est le sujet du Zoom sur le quartier Colobane que vous propose la rédaction de GMS dans cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. La volonté affichée par les autorités de Bignona d'arriver rapidement à une autosuffisance en riz dans ce département se heurte à un obstacle de taille, à savoir la question de la qualité des sols qu'il faut contourner pour la satisfaction de cette ambition. Le reportage est signé Lamine Badiane. Le département de Bignona est l'une des localités du pays sur lesquelles l'on compte pour atteindre les objectifs d'autosuffisance en riz. Seulement, il y a d'énormes contraintes qui plombent la volonté des pouvoirs publics et des acteurs à la base. Malgré les nombreux atouts, notamment les espaces cultivables, le climat ou encore les intrants mis à la disposition des agriculteurs, les attentes sont loin d'être atteintes. Le matériel agricole fait défaut, mais le plus grand problème demeure la qualité des sols. Plusieurs facteurs ont contribué à la dégradation des sols dans plusieurs localités du département. Conséquence, la productivité a baissé si l'activité agricole n'est tout simplement pas impossible. C'est le cas des vallées de Bignona, Cafès ou encore celle de Tangori arrondissement. Ici, l'ensablement dû au ruissellement des eaux pluviales est la principale cause de l'impraticabilité des espaces où les agriculteurs produisaient jadis de grandes quantités de riz. En plus du sable, d'autres ordures comme les sachets plastiques complètent le décor qui rend impossible l'activité. Il faut cependant ajouter à cette liste la salinisation des rizières qui est devenue un phénomène général dans le département de Bignona. Dans certaines zones, on lit à tort ou à raison ces transformations de sol au barrage inachevé d'Afignam. Des organismes comme le PADERCA, le PPDC, entre autres, ont essayé d'apporter des solutions à ces phénomènes par l'érection de digues anti-sel qui retiennent en même temps le sable. Mais cela n'a pas eu partout les effets escomptés. Mieux, il y a quelques mois, l'Institut national de pédologie est venu s'installer dans la région de Ziguinchor pour mener le même combat et orienter les producteurs. Mais depuis lors, pas assez d'actions visibles sur le terrain. Une chose est certaine, dans ces conditions, il vaut mieux différer le délai fixé pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le département de Bignona, dont vous a parlé Lamine Badiane. Mois de Ramadan rime souvent avec dépenses excessives, ce qui n'est pas une recommandation de l'islam. Au contraire, la religion musulmane interdit ce genre de pratique, notamment durant ce mois béni où la solidarité doit être de mise. Imam Mamadou Lamine Badji, porte-parole du marabout El Hadj Fansou Bodian, que je vous propose d'écouter au micro de Lamine Badiane. La religion musulmane vraiment a beaucoup fait l'attention pour le gaspillage. Parce que le bon Dieu nous dit la tufsidu inna Allah la yuhibbul mufsidin, c'est-à-dire vous les musulmans, il ne faut pas gaspiller parce que le bon Dieu n'aime pas celui qui gaspille. Quand on dit gaspillage, bon, les gens pensent que gaspillage c'est prendre et jeter. Non, il y a des dépenses inutiles. Quand tu le fais dans le mois de Ramadan, ça s'appelle gaspillage. Donc gaspillage, c'est pas bon dans le mois de Ramadan. Il faut qu'on limite notre vie dans le mois de Ramadan. Ça, c'est pas bon. C'est interdit, énormément interdit dans la religion musulmane. L'islam veut que bon, tu nourris ta famille normale, mais dans vraiment des dispositions. Si tu as 10 personnes, il faut calculer pour voir 10 personnes, qu'est-ce qu'ils vont manger. Mais quand tu fais sans calculer, ça s'appelle vraiment gaspillage. Moi, je dis toujours, entre le père de famille et la maman, il faut une concertation toujours. Il faut que vous concertez pour voir quelles sont les possibilités de la famille. En tout cas, il faut ce qu'on appelle concertation entre le père de famille et la maman de la famille. Vraiment, sans arrêt, vous allez à côté.
Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois de solidarité. Le mois béni de Ramadan, c'est un mois qui vraiment les musulmans montrent la solidarité. Parce que le prophète Mohammed a dit que le mois de Ramadan est divisé en 3 parties. Donc, première partie, c'est la solidarité. C'est-à-dire le bon Dieu fait descendre ses biens à la population, à les musulmans. Il faut que les musulmans partagent ces biens entre eux. Ça, toujours, je l'ai dit. Toujours dans cette édition, la réhabilitation rapide du pont de Niambalan, récemment dynamité par des porteurs d'armes, préoccupe le maire de Niassia, l'édile qui voit en cette tentative de sabotage un acte isolé et insignifiant pour déranger le processus de paix. Compte sur les autorités pour la restauration du trafic normal sur ce pont au grand bonheur des populations. Mamadou Diallo est au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Nous l'écoutons. Après l'incident, le pont, il y a eu des fissures. Donc il fallait venir voir pour entreprendre une solution pour pouvoir vraiment permettre les gros porteurs de pouvoir circuler. Aujourd'hui, il y a forcément une limitation des charges du poids par rapport aux gros porteurs. Et avec Agiroute, ils sont en train de voir comment réparer cela pour permettre de laisser la circulation libre, quel que soit le poids du camion. Voilà, c'est ça la visite du ministre des Infrastructures pour venir vraiment constater les faits de la fois passée. On se disait que c'était des incidents. Il y a eu Kagit, il y a le braquage dans les régions de Kagit, il y a le braquage au niveau de Bafikan, il y a eu cet acte aussi au niveau du pont Niambalan. Mais depuis lors, tout se passe bien, les populations vont à leurs besoins. Donc on pense que c'était des actions isolées qui ne remettent pas en cause le processus de paix enclenché par les 2 parties. Je le disais dans les titres, zoom sur la carte scolaire du quartier Koloban dans la commune de Ziguinchor. Le groupe Média du Sud s'est intéressé à l'offre éducative de cette contrée dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative GMS dans les quartiers. Koloban, un quartier à l'aspect d'un village perdu dans la commune de Ziguinchor, situé sur l'axe Ziguinchor-Oussouye. Koloban présente un aspect qui contraste avec sa richesse en infrastructures scolaires et éducatives. Pour le visiteur intéressé par l'éducation des enfants dans ce quartier, ce qui pourrait le plus retenir l'attention, c'est l'aspect misérable de l'école élémentaire à Tabatabar, vieille de 53 ans. L'école qui est née en 65, donc vous voyez l'état dans lequel se trouve l'école. Je peux dire que c'est une école qui est en état très avancé de délabrement. Une école qui regroupe les fils venant de Koloban et les quartiers qui polarisent. Ne serait-ce que faire une vie d'ensemble, vous verrez que vraiment nous nous trouvons dans le besoin vraiment que cette école soit réhabilitée. Le fait marquant dans l'histoire de cette école, c'est l'effondrement d'un pan, du mur de clôture sur un enfant, il y a de cela quelque temps. Le mieux serait vraiment de remplacer totalement cette école, qui date vraiment très longtemps. L'école qui a un aspect vraiment vétus. Je peux dire que l'école, du point de vue même régional, même les villageois ne nous en veulent pas. Vous voyez très bien, l'école est vraiment un état très vétus. C'est une bonne chose d'avoir une école dans son quartier. Mais ce qui est désolant, c'est la vétusté de cette école à Tabatabar. Regardez ces murs, ce n'est pas digne d'un établissement public. Il nous faut une école moderne afin que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Tout n'est pas cependant négatif à Koloban sur le plan des infrastructures scolaires.
La construction dans ce quartier de l'école privée catholique Marie-Rivier contribue au charme de ce quartier. Dans l'école Marie-Rivier, il y a deux identités. Il y a le préscolaire et il y a l'école primaire. Quant au préscolaire, elle a été créée le 11 novembre 1993. Voilà déjà 25 ans qu'on y est, 25 ans qu'on travaille avec la population de Colobane, 25 ans aussi où on essaie de répondre aux besoins des enfants, voilà, et des parents. Il y a des enfants de Colobane qui sont ici à l'école. Il y a d'autres parents qui viennent de très loin, j'avoue vraiment de très loin, parce qu'ils ont l'amour de l'école, la passion pour Marie-Rivier. Le quartier Colobane, c'est aussi sa case des tout-petits implantés dans des rizières, ce qui n'est pas pour faciliter le fonctionnement normal de la structure de prise en charge de la petite enfance. La case a été créée depuis 2004, mais ça n'a été fonctionnel que depuis 2006. Les enfants, ils sont au nombre de 85, voilà, et ce sont des enfants aussi du quartier. Et des quartiers périphériques. Comme vous le voyez, il y a toujours des problèmes par rapport au milieu, parce que c'est une zone marécageuse. La case est abritée dans une zone marécageuse et ça nous cause toujours des problèmes. Depuis 2006, on est là, on essaie de faire avec pour pouvoir aider les enfants et accueillir les enfants, mais ça cause toujours un problème parce que du fait que l'école s'ouvre au mois d'octobre, nous ne pouvons pas ouvrir au mois d'octobre, on est obligé d'attendre le mois de novembre pour que les eaux puissent partir, quoi. Voilà, c'est ça. Le lycée Saint-Charles-Ouanga, le séminaire Saint-Louis, le lycée technique, les écoles élémentaires publiques à Tabatabar et Amitié Sénégal-Canada, l'école privée catholique Marie-Rivier et la case des tout-petits, tout comme des écoles coraniques, représentent ce qui peut être la richesse de la carte scolaire du quartier de Colobane. Comme chaque mercredi, le groupe Média du Sud vous propose la rubrique Santé présentée par Rokhaya Bey. Mercredi 23 mai 2018, bienvenue dans votre rubrique Santé. Durant le mois de Ramadan, les musulmans du monde entier doivent jeûner du lever au coucher du soleil, un moment éprouvant pour le corps et l'esprit, surtout quand le thermomètre grimpe. Quelle boisson privilégiée? Que manger à la rupture du jeûne et à l'aube? Voici donc les principales recommandations pour que ce mois de jeûne soit le moins éprouvant possible pour le corps. L'hydratation doit être le mot d'ordre de cette période de Ramadan. Dès la rupture du jeûne, les usagers doivent boire en grande quantité. On ne doit pas oublier de s'hydrater juste avant la reprise du jeûne. Ce qui est conseillé, c'est de consommer les boissons privilégiées comme l'eau à volonté, infusion, tisane. Vous pouvez également consommer des boissons chaudes type café ou thé, mais mieux vaut ne pas trop en consommer le soir. Cela pourrait perturber le sommeil. Enfin, les boissons de type jus de fruits sont à consommer avec modération. Étant trop sucrées, on les réserve à la rupture du jeûne pour refaire le plein d'énergie. La rupture du jeûne ne doit pas être synonyme de repas trop copieux. Non seulement un repas abondant perturberait l'organisme, mais en plus, cela pourrait favoriser les troubles du sommeil. Néanmoins, il est conseillé de faire un autre repas avant de dormir que l'on essaiera de garder le plus équilibré possible. Avant de repartir pour une journée de jeûne, il est recommandé de consommer des fruits pour l'apport en vitamines et surtout des sucres lents tels que de la semoule et des céréales complètes pour tenir tout au long de la journée. Consommer
consommer des protéines, œufs, poissons, viande et des fibres, pain complet, fruits avec la peau est également essentiel pour fournir à l'organisme de quoi tenir une journée sans boire ni manger. À ce titre, il est important de bien manger avant le lever du soleil. Il est conseillé d'éviter le soleil et la chaleur durant le mois du Ramadan. Chacun doit privilégier les pièces fraîches à l'intérieur et l'ombre à l'extérieur pour ne pas s'affaiblir trop rapidement. Les patients atteints du diabète sont invités à suivre régulièrement leur taux de glycémie, à s'hydrater en abondance et à fuir les sucreries pour réduire les risques sanitaires liés à cette période de jeûne. Les personnes fragiles souhaitant faire le Ramadan, à savoir les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore les patients atteints d'hypertension ou d'asthme sont appelés à consulter leur médecin traitant dès le moindre signe anormal. Pour une plus grande sécurité, il est recommandé de se rendre chez son médecin avant et après le Ramadan, même si la période du Ramadan n'a aucune conséquence majeure sur la santé des usagers. Il est important de réduire au maximum les efforts physiques. Les sportifs doivent notamment faire très attention à ne pas se surpasser durant le mois du Ramadan. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. La page des sports est présente avec Mafou Kouyaté. À part le Maroc, les 5 représentants africains au Mondial 2018 ont tous débuté leur préparation. Le Sénégal a quant à lui débuté sa préparation ce mardi à la station balnéaire de Saly Portudal. Un entraînement par jour sera ouvert à la presse et au public. Vendredi après-midi, avant de se rendre à Vittel en France, les Lions s'entraîneront au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar afin d'avoir un dernier contact avec leur public. A signaler que Sadio Mané n'a pas encore rejoint ses coéquipiers puisqu'il doit disputer la finale de Ligue des Champions samedi avec Liverpool contre le Real Madrid. La pilule a bien du mal à passer pour Adrien Rabiot. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a écrit au sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui refusait d'être suppléant en vue du Mondial 2018. A-t-on appris mercredi de sources proches du dossier. Le joueur du Paris Saint-Germain a rédigé un émail pour Didier Deschamps dans lequel il prend d'abord acte de son statut de suppléant, puis indique, dans ces conditions, je ne pourrai pas suivre le programme d'entretien physique envoyé en début de semaine aux 11 suppléants, a confié à l'AFP cette source proche du dossier. C'est désormais officiel, Unai Emery, ex-coach du Paris Saint-Germain, a été nommé manager d'Arsenal, a annoncé le club londonien mercredi 23 mai. Il aura la lourde tâche de succéder à Arsène Wenger, en poste depuis 22 ans. Ce technicien espagnol de 46 ans a remporté 3 Europa League consécutives avec Séville 2014, 2015 et 2016, avant de rejoindre Paris ces 2 dernières saisons. Pour le pire, il restera associé à la fameuse remontada subi avec le Paris Saint-Germain à Barcelone, 6-1 en Ligue des Champions en 2017. L'arrivée du technicien basque à la tête des Gunners a été éventée par un drôle de bague dans la nuit du mardi à mercredi. La nouvelle a été lancée brièvement sur le site personnel du coach avant d'être remplacée par un message d'erreur. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. L'actualité internationale présentée en bref et en images dans ce récit.
Au Rwanda, le président Paul Kagame sera reçu ce mercredi par Emmanuel Macron à l'Élysée pour la première fois depuis 2011, alors que les relations entre Paris et Kigali restent très acrimonieuses depuis le génocide rwandais de 1994. Venu pour participer au Salon international des startups Vivatech, Kagame, qui est également le président en exercice de l'Union africaine, s'entretiendra mercredi en tête-à-tête avec Emmanuel Macron avant une déclaration commune. Et puis, au Brésil, le président Michel Temer, âgé de 77 ans, a annoncé ce mardi avoir renoncé à briguer sa réélection lors de la présidentielle des 7 et 28 octobre prochains et qu'il soutiendrait son ancien ministre des Finances, Henrique Meirelles. L'annonce officielle de son retrait a été faite lors d'une réunion de sa formation conservatrice, le MDB, le Mouvement démocratique brésilien. La cote de popularité du successeur de Michel Temer se maintient à 4%. Et enfin, en Corée du Nord et aux États-Unis, le président américain Donald Trump a affirmé que le sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un prévu le 12 juin prochain à Singapour pourrait être reporté, tout en jugeant que ce dernier était sérieux dans sa volonté de nucléariser son pays. C'est la première fois que le locataire de la Maison-Blanche évoque ouvertement un possible report de ce face-à-face historique dont il avait accepté le principe le 8 mars à la surprise générale après des mois de surenchère verbale avec l'homme fort de Pyongyang. Mohamedou Salif Ndiaye nous fait la revue des quotidiens parus ce 23 mai 2018. Bienvenue à cette revue de presse de ce mercredi 23 mai 2018. Le tourbillon médiatique auquel se trouve confronté l'ancien Premier ministre Idrissa Seck depuis ses propos jugés blessants sur le pèlerinage à la Mecque et le conflit israélo-palestinien fait partie des sujets les plus en vue dans la livraison de mercredi de la presse quotidienne. Idi entre mille feux, constate le journal Enquête, Idrissa Seck est vraiment dans le pétrin. En plus de l'artillerie lourde de la majorité, il va devoir faire face aux fronts religieux, notamment la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal qui digèrent mal ses propos sur certains préceptes de l'islam, note le journal. Idrissa Seck a donné rendez-vous après la Korité pour apporter sa riposte politique, non sans confirmer publiquement son appartenance au mouridisme, écrit l'AS. D'où la réplique du docteur Fatih Abderrahman Ahmed Houzazi de l'Université Al-Azhar d'Égypte, comme rapporté par le quotidien national Le Soleil, selon lequel les propos de Idrissa Seck mettant en doute la Kaaba comme lieu choisi par Dieu où doivent s'orienter tous les musulmans aux heures de prière ont ému et choqué au-delà des frontières sénégalaises. Selon Walf Quotidien, Idrissa Seck s'offusque surtout de ce que ses propos ont été déformés, non sans présenter ses excuses au peuple sénégalais, rapporte ce journal et plusieurs autres quotidiens. Je m'excuse du discours démagogique de mes calomniateurs qui s'exercent habilement à dénaturer ma pensée, déclare-t-il dans d'autres propos rapportés par le Témoin quotidien. Outre ce sujet polémique, les quotidiens demeurent toujours aussi intéressés par l'affaire Fallou Sène du nom de cet étudiant tué dans des échauffourées entre des pensionnaires de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et des forces de l'ordre. Ce qui s'est passé ne doit pas se reproduire, dit le président Macky Sall à la une de l'Observateur. En allusion à la mort de Mohamedou Fallou Sène pour une affaire de tickets de restaurant, il ne doit plus y avoir de manifestation a fortiori mort d'homme, ajoute le chef de l'État sénégalais. Macky Sall entre regret et engagement face aux étudiants dont il recevait une délégation au Palais de la République à Dakar suite à ce drame. À cette occasion, le président Sall a reçu les étudiants de Saint-Louis sans les ministres, signale l'AS. Toutefois, poursuit le quotidien l'AS, le chef de l'État s'est voulu ferme au sujet du départ réclamé de Mary Teuw Niane du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais pour le reste, des engagements fermes ont été pris par le chef de l'État relativement aux doléances des étudiants, souligne Libération. Dernier sujet qui change des autres évoqués par les journaux, la préparation des Lions du football pour le prochain mondial prévu du 14 juin au 15 juillet est de nature à enthousiasmer. C'est parti pour 4 jours de stage de l'équipe nationale, annonce ainsi le quotidien Le Soleil.
Aliou Cissé démarre sa marche vers la Russie avec 7 lions, affiche Vox Populi. L'ASME en exergue le même point, 7 jours présents au premier galop. Les lions affûtent leurs armes à Sali, mentionne Walf Quotidien. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Merci à toi Mohamedou Salif Ndiaye. C'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.